Je ne vais sans doute pas vous étonner si je vous dis que la plupart des êtres vivants présents sur la Terre respirent. Si nous pouvons vivre, c'est parce que la composition gazeuse de l'atmosphère que nous respirons est compatible avec notre organisme. Cependant, cette composition n'a pas été toujours celle qu'elle est actuellement et a connu des changements de la formation de la Terre jusqu'à aujourd'hui. À cette formation, la Terre, qu'on appelle la Terre primitive, était beaucoup plus chaude que maintenant et présentait beaucoup plus d'activité magmatique. Cela étant dû à l'accumulation de la chaleur engendrée par les collisions des astéroïdes dont elle est formée. Les océans n'existaient pas encore et l'atmosphère était composée d'eau sous forme gazeuse à 80%, de dioxyde de carbone à 15% et de diazote à 5%. Lors du refroidissement de la Terre, la vapeur d'eau qui forme partiellement l'atmosphère commence à se condenser sous l'effet de la diminution de la température pour ainsi former les océans, entraînant avec elle une partie de dioxyde de carbone qui se retrouve solubilisée dans ces derniers. C'est dans ces océans justement qu'apparaissent vers moins 3,8 milliards d'années les premières formes de vie connues que sont les cyanobactéries, les premiers êtres vivants à avoir produit de l'oxygène par la photosynthèse, qui permet également la diminution de concentration en dioxyde de carbone. On a la preuve formelle de l'existence de ces bactéries à au moins 3,5 milliards d'années par la découverte de stromatolites, des constructions carbonatées laminaires formées par les cyanobactéries. Pendant la période dont nous venons de parler, l'atmosphère, tout comme l'océan, sont encore considérés comme réducteurs. L'oxygène présent, formé par les cyanobactéries, permet l'oxydation des ions fer présents dans les océans, le fer oxygéné se déposant alors sur les fonds océaniques. Le dépôt de ces ions constitue alors une couche sédimentaire qui formera les fers rubanés, constituée d'une alternance de couches de quartz et de fer oxydé. À ce moment-là, l'atmosphère est toujours réductrice, mais l'océan présente quelques îlots d'oxydation. C'est après que la majorité des ions fer se soient précipités sur le fond marin que l'oxygénation de l'atmosphère prend place, les témoins de cette oxygénation étant les paléosols rouges, des roches continentales ayant été altérées par l'atmosphère, atmosphère qui a oxydé les ions fer de ces roches pour former de l'hématite, un minéral responsable de la couleur rouge de ces sols. La composition atmosphérique s'est ensuite stabilisée pour devenir, il y a environ 500 millions d'années, celle qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire 78% de diazote, 21% d'oxygène et quelques traces de dioxyde de carbone, de méthane, d'eau et de protoxyde d'azote. L'atmosphère telle qu'on la connaît est divisée en plusieurs couches. La première est celle où l'ensemble des êtres vivants sont situés, c'est la troposphère. Dans la limite supérieure, la tropopause se retrouve à environ 11 km d'altitude pour une température de moins 56 degrés Celsius. Vient ensuite la stratosphère, délimitée par la tropopause et la stratopause à 50 km d'altitude pour une température de 0 degrés Celsius. La mésosphère, située entre la stratopause et la mésopause, à 80 km pour moins 90 degrés Celsius. Et enfin, la thermosphère, où la température ne cesse d'augmenter et où sa limite survient aux alentours de 600 km. Le rayonnement ultraviolet du rayonnement solaire entre en contact avec l'atmosphère maintenant oxydant, ce qui entraîne la dissociation des molécules de dioxygène en atomes d'oxygène. Il faut savoir qu'un atome seul d'oxygène est très instable et qu'il va essayer de créer une liaison avec un autre composé. Il arrive ainsi qu'un atome d'oxygène se lie à une molécule de dioxygène pour former une molécule d'ozone. Ce phénomène se passe le plus souvent en plein milieu de la stratosphère, entre 20 et 40 km d'altitude, et a pour conséquence une concentration d'ozone plus importante que d'habitude. On appelle ainsi cette zone la couche d'ozone. Cette couche permettant l'absorption des rayons ultraviolets les plus dangereux pour les êtres vivants. Le dioxyde de carbone, s'il n'en reste que des traces par rapport à avant, est tout de même un enjeu de taille dans le fonctionnement de notre monde. Il est intéressant d'étudier les différents réservoirs de carbone ainsi que les flux entre ces derniers, c'est-à-dire les échanges de carbone. L'association de ces réservoirs et de ces flux constitue le cycle du carbone. On considère 4 réservoirs de carbone sur la Terre, l'atmosphère, l'hydrosphère, c'est-à-dire l'ensemble des océans, la lithosphère et la biosphère, qui correspond à l'ensemble des êtres vivants. On constate un certain équilibre dynamique global des flux entre la biosphère et l'atmosphère, ce qui veut dire que la photosynthèse faite par les organismes qui en sont capables contrebalance l'apport de CO2 lié à la respiration dans l'atmosphère. On peut dire la même chose concernant les flux entre l'hydrosphère et l'atmosphère, produits par les phénomènes de dissolution et de précipitation. La lithosphère, quant à elle, reçoit non seulement du carbone par l'hydrosphère par sédimentation des roches au fond des océans et fossilisation d'organismes marins, mais également par la biosphère par la fossilisation d'organismes vivants sur les continents. Elle rejette une faible quantité de carbone par le biais du volcanisme. À ces échanges naturels s'ajoute l'action de l'homme qui crée des flux anthropiques, par exemple par l'extraction et la combustion massive de ressources fossiles telles que le charbon ou le pétrole. Cette consommation de carbone de la lithosphère à l'atmosphère est plus importante que les flux arrivant à la lithosphère. De ce fait, un déséquilibre se crée
et les combustibles fossiles ne se renouvellent pas suffisamment vite pour que la quantité présente dans la lithosphère soit constante. C'est pour ça qu'on parle d'énergie non renouvelable. C'est également pour cette raison qu'il est important de se tourner vers d'autres sources d'énergie alternatives afin de préserver ce cycle nécessaire au bon fonctionnement de la planète qui nous accueille.